Bonjour à tous, ravie de vous retrouver sur mon canapé pour vous emmener en voyage jusqu'au bout de la nuit, jusqu'aux premières lueurs du jour. J'espère que vous êtes confortablement installés, que vous êtes prêts à partir avec moi pour cette dernière partie de voyage que nous allons faire ensemble grâce au roman d'Émile Zola, Nana, qui en fait voir de toutes les couleurs à tous ces hommes qui défilent dans son appartement. Elle a beaucoup de succès, cette nana-là. C'est une fille de joie, vous l'aurez compris. Si vous n'avez pas suivi les parties précédentes de lecture, eh bien vous irez voir sur les réseaux, sur Internet, sur www.d8.tv, puisque j'ai eu le plaisir de commencer cette œuvre. Et vous allez découvrir donc cette nana qui fait pas mal de misère à tous ces hommes. Et elle aussi, elle en a des misères d'argent. La pauvre habite-t-elle un appartement de 250 mètres carrés et elle n'arrive pas à payer ses traites parce qu'elle vit au-dessus de ses moyens. Alors, ils sont tous dans son cabinet, son antichambre, ils l'attendent pour essayer de la rencontrer, pour lui réclamer l'argent qu'elle lui doit. Mais malheureusement, c'est très compliqué pour elle de régler ses comptes et de continuer à vivre de cette manière-là, d'autant plus qu'elle a envie de retrouver son petit garçon, Louisé, qui est donc en nourrice chez une dame à Rambouillet. Elle envoie une de ses tantes le récupérer. Après avoir bien travaillé, elle a récupéré une somme d'argent assez conséquente pour pouvoir récupérer son enfant. Voilà, mais écoutez, je vous propose tout de suite de poursuivre ce voyage et de nous retrouver à la fin de cette émission. Excellent voyage à tous. Et pour une fois, elle pouvait se payer ça, la tranquillité. « Ah, je me coucherai en rentrant du théâtre », murmurait-elle d'un air gourmand, « et vous ne me réveillerez pas avant midi. » Puis haussant la voix, oh, « Maintenant poussez-moi les autres dans les escaliers. » Zoé ne bougeait pas, et elle ne se serait pas permis de donner ouvertement les conseils à Madame. Seulement, elle s'arrangeait pour faire profiter Madame de son expérience. Quand Madame paraissait s'emballer avec sa mauvaise tête, Monsieur Stenner aussi demanda « Telle une voix brève ?»« Certainement, répondit Nana. Lui, avant les autres. » La bonne entendit encore pour donner à Madame le temps de la réflexion. Madame ne serait donc pas fière d'enlever à sa rivale Rose Mignon, un aussi riche monsieur, connu dans tous les théâtres. « Oh, dépêchez-vous donc, ma chère, reprit Nana, qui comprenait parfaitement, et dites-lui qu'il m'embête, voilà tout. » Mais brusquement, elle eut un retour le lendemain, et elle ne pouvait pas en avoir envie, et elle cria avec un geste de gamin, riant, clignant des yeux. « Après tout, si je peux l'avoir, le plus court est encore de le flanquer à la porte. » Alors, Zoé parut très frappée. Elle regarda Madame, prise d'une subite admiration, puis alla flanquer Stenner à la porte sans balancer. Cependant, Nana patienta quelques minutes pour lui laisser le temps de balayer le plancher. Comme elle disait, on n'avait pas idée d'un pareil assaut. Et elle allongea la tête dans le salon. Elle était vide. La salle à manger vide également. Mais comme elle continuait sa visite, tranquillisée, certaine qu'il n'y avait plus personne, elle tomba tout à coup sur un petit jeune homme poussant la porte du cabinet. Il était assis en haut d'une malle, bien tranquille, l'air très sage, avec un énorme bouquet sur les genoux. « Oh, mon Dieu !» cria-t-elle. « Il y a encore un qui est là-dedans ?» Et le petit jeune homme, en l'apercevant, avait sauté à terre, rouge comme un coquelicot. Il ne savait que faire de son bouquet. Et il passait d'une main à l'autre, étranglé par l'émotion. Sa jeunesse, son embarras, la drôle de mine qu'il avait avec ses fleurs, attendrirent Nana qui éclata d'un beau rire. Alors, les enfants aussi, maintenant les hommes lui arrivaient au maillot. Elle s'abandonna familièrement, maternelle, se tapant sur les cuisses et demandant par rigolade « Tu veux qu'on te mouche, bébé ?» « Oui, » répondit d'une voix basse et suppliante. Cette réponse l'égaya davantage. Il avait 17 ans, il s'appelait Georges Hugon. La veille, il était aux Variétés, il était venu la voir.
Je suppose que c'est pour moi, ces fleurs. Ah oui, eh bien donne-les donc, Nigo. Mais comme elle prenait le bouquet, il lui sauta sur les mains avec la gloutonnerie de son bel âge. Elle dut le battre pour qu'il le lâchât prise. En voilà un morveux qui allait raide. Et tout en grondant, elle était devenue rose et elle souriait. Et elle, le renvoyant, lui permettant de revenir, il chancelait, ne trouvait plus les portes. Nana retourna dans son cabinet de toilette, où Francis se présenta presque aussitôt pour la coiffer définitivement. Elle ne s'habillait que le soir. Assise devant la glace, baissant la tête, sous les mains agiles du coiffeur, elle restait muette et rêveuse lorsque Zoé entra en disant « Madame, il y a quelqu'un qui ne veut pas partir. » « Eh bien, il faut le laisser, » répondit-elle tranquillement. « Et avec ça, il en vient toujours. Eh bien, dis-leur d'attendre, et quand ils auront trop faim, eh bien, ils s'en iront. » Son esprit avait tourné. Cela l'enchantait de faire poser les hommes. Une idée l'acheva de l'amuser. Elle s'échappa des mains de Francis, courut mettre elle-même les verrous. Maintenant, il pouvait s'entasser à côté. Il ne percerait pas le mur, peut-être, mais bon. Zoé entrerait par la petite porte qui menait à la cuisine. Cependant, la sonnerie électrique marchait de plus belle. Toutes les 5 minutes, le tintement revenait, vif et clair, avec sa régularité de machine bien réglée, et Nana les comptait pour se distraire. Mais elle eut un brusque souvenir. « Mes pralines, dites donc !» Francis, lui aussi, oubliait les pralines. Il tira son sac, une poche de sa redingote, un geste discret d'un homme du monde offrant un cadeau à une amie. Pourtant, à chaque règlement, il portait des pralines sur sa note. Nana posa le sac entre ses genoux et se mit à croquer en tournant la tête sous les légères poussées du coiffeur. « Fichtre !» murmura-t-elle au bout d'un silence. « Voilà une bande. » 3 fois. Coup sur coup, la sonnerie avait tinté. Les appels du timbre se précipitaient. Il y avait de modestes qui balbutiaient avec le tremblement d'un premier aveu, des hardis vibrant sous quelques doigts brutales, de pressés, traversant l'air d'un frisson rapide, un véritable carillon, comme disait Zoé, un carillon a révolutionné le quartier, toute une cohue d'hommes tapant à la file sur le bouton d'ivoire. Et ce farceur de Bordenave avait vraiment donné l'adresse à trop de monde, car toute la salle de la veille allait y passer. « À propos, Francis, dit Nana, avez-vous 5 louis ?» Il se recula, examina la coiffure, puis tranquillement, « 5 louis, 5 louis, c'est selon. »« Ah, vous savez, reprit-elle, s'il vous faut des garanties. » Et sans achever sa phrase, d'un geste large, elle indiquait les pièces voisines. Francis prêta les 5 louis. Zoé, dans les moments de répit, entrait pour préparer la toilette de madame. Et bientôt, elle dut s'habiller tandis que le coiffeur attendait et voulut donner un dernier coup à la coiffure. Mais la sonnerie continuellement dérangeait la femme de chambre qui laissait madame à moitié lacée, chaussée d'un pied seulement, et elle perdait la tête malgré son expérience. Après avoir mis des hommes un peu partout, utilisant les moindres coins, elle venait d'être obligée d'en caser jusqu'à 3 à 4 ensemble, ce qui était contraire à tous ses principes. Tant pis s'ils se mangeaient. Ça ferait de la place. Et Nana, bien verrouillée à l'abri, se moquait d'eux en disant qu'elle les entendait souffler, qu'ils devaient avoir une bonne tête, tous la langue pendante, comme des toutous, assis en rond sur leur derrière. C'était son succès de la veille qui continuait cette meute d'hommes et qui l'avait suivi à la trace. « Pourvu qu'il ne casse rien, murmura-t-elle, pourvu. » Elle commençait à s'inquiéter, sous les haleines chaudes qui passaient par les fentes, mais Zoé introduisit la bordette et la jeune femme eut un cri de soulagement. Il voulait lui parler d'un compte qu'il avait réglé pour elle à la justice de paix, mais elle n'écoutait pas, répétant « Je vous emmène, dînons ensemble, de là vous m'accompagnerez aux variétés, je n'entre en scène qu'à 9h30. » Ce bon Labordette
tombait-il à propos? Jamais il ne demanderait rien. Il n'était que l'ami des femmes dont il biblotait les affaires. Et ainsi, en passant, il venait de congédier les créanciers de l'antichambre. D'ailleurs, ces braves gens ne voulaient pas être payés. Au contraire, ils avaient insisté, c'était pour complimenter madame, et lui faire en personne de nouvelles offres de service après son grand succès de la veille. Filons, filons, disait Nana, qui était habillée. Justement, Zoé entrait. Madame, je renonce à ouvrir. Il y a une queue dans l'escalier. Une queue dans l'escalier? Francis lui-même, malgré le flegme anglais qu'il affectait, se mit à rire tout en rangeant les peignes. Nana, qui avait pris le bras de la Bordette, le poussait dans la cuisine. Et elle se sauva délivrée des hommes, enfin heureuse, sachant qu'on pouvait la voir seule avec soi, n'importe où, sans craindre des bêtises. « Vous me ramènerez à ma porte, dit-elle, pendant qu'il descendait l'escalier de service. Comme ça, je serai sûre. Imaginez-vous que je veux dormir toute une nuit à moi. Une toquade, mon cher. » La comtesse Sabine, comme on avait pris l'habitude de nommer Madame Muffat de Beuville, pour la distinguer de la mère du comte, morte l'année précédente, recevait tous les mardis dans son hôtel de la rue de Miroménil, au coin de la rue de Penthièvre. C'était un vaste bâtiment carré, habité par les Muffat, depuis plus de 100 ans. Et sur la rue, la façade dormait, haute et noire, d'une mélancolie de couvent, avec d'immenses persiennes qui restaient presque toujours fermées. Derrière, dans un bout de jardin humide, des arbres avaient poussé, cherchant le soleil, si long et si grêle qu'on ne voyait que les branches par-dessus les ardoises. Ce mardi, vers 10h, il y avait à peine une douzaine de personnes dans le salon. Et lorsqu'elle n'attendait que des intimes, la comtesse n'ouvrait ni le petit salon, ni la salle à manger. On était plus entre soi, on causait près du feu. Le salon d'ailleurs était très grand, très haut. 4 fenêtres donnaient sur le jardin, dont sentait l'humidité par cette mauvaise pluvieuse soirée de cette fin avril. Et malgré les fortes bûches qui brûlaient dans la cheminée, jamais le soleil ne descendait là. Le jour, une clarté verdâtre éclairait à peine la pièce, mais le soir, quand les lampes et les lustres étaient allumés, elle n'était pas plus grave, avec ses meubles empire d'acajou massif, ses tentures et ses sièges de velours jaune à larges dessins satinés. On entrait dans une dignité froide, dans des mœurs anciennes, un âge disparu, exaltant une odeur de dévotion. Cependant, en face du fauteuil où la mère du comte était morte, un fauteuil carré, au bois raidi et à l'étoffe rude, de l'autre côté de la cheminée, la comtesse Sabine se tenait sur une chaise profonde dans la soie rouge capitonnée avec une mollesse d'édredons. C'était le seul meuble moderne, un coin de fantaisie introduit dans cette sévérité qui jurait. « Alors, disait la jeune femme, nous aurons le chat de Perse. » Et on causait des princes qui viendraient à Paris pour l'exposition universelle. Plusieurs dames faisaient un cercle devant la cheminée. Madame du Joncois, dont le frère, un diplomate, avait rempli une mission en Orient, donnait des détails sur la cour de Nazarédin. « Est-ce que vous êtes souffrante, ma chère ?» demanda Madame Chantereau, la femme d'un maître de forge, en voyant la comtesse prise d'un léger frisson qui la pâlissait. « Ah, mais non, pas du tout, répondit celle-ci souriante. J'ai eu un peu froid, ce salon est si long à chauffer. Et elle promenait son regard noir le long des murs jusqu'aux hauteurs de plafond. Estelle, sa fille, une personne de 16 ans, dans l'âge ingrat, mince et insignifiante, quitta le tabouret où elle était assise et vint silencieusement relever une de ses bûches qui avait roulé. Mais Madame de Chézelle, une amie de couvent de Sabine, plus jeune qu'elle de 5 ans, s'écriait « Ah bien,
c'est moi qui voudrais avoir un salon comme le tien. Au moins tu peux recevoir. On ne fait plus que des boîtes aujourd'hui. Si j'étais à ta place. Et elle parlait étourdiment avec des gestes vifs, expliquant qu'elle changerait les tentures, les sièges, tout. Puis elle donnerait des balles à faire courir Paris. Et derrière elle, son mari, un magistrat, qui écoutait d'un air grave. Et elle racontait qu'elle le trompait, sans se cacher, mais on lui pardonnait. On la recevrait quand même parce que, disait-on, elle était folle. C'est Léonide. Ah, elle se contenta de murmurer comtesse Sabine avec son pâle sourire. Un geste paresseux compléta sa pensée. Certes, ce ne serait pas après y avoir vécu 17 ans qu'elle changerait son salon. Maintenant, il resterait tel que sa belle-mère, et elle avait voulu conserver de son vivant. Puis, revenant à la conversation, on m'a assuré que nous aurons également le roi de Prusse et l'empereur de Russie. Oui, on annonce de très belles fêtes, dit Madame du Joncois. Et le banquier s'était introduit depuis peu dans la maison par Léonide de chez elle, qui connaissait tout Paris, causait sur le canapé entre deux fenêtres. Il interrogeait un député, dont il tâchait de tirer adroitement des nouvelles au sujet d'un mouvement de bourse qu'il flairait. Et pendant que le comte Muffat, devant eux, les écoutait en silence, la mine plus grise encore que de coutume, 4 ou 5 jeunes gens faisaient un autre groupe près de la porte où ils entouraient le comte Xavier de Vendôme, qui, à demi-voix, leur racontait une histoire très leste sans doute, car ils étouffaient de rire. Et au milieu de la pièce, tout seul, assis pesamment dans un fauteuil, un gros homme, chef de bureau au ministère de l'Intérieur, dormait les yeux ouverts. Mais un des jeunes gens, ayant paru douter de l'histoire de Vendeuvre, celui-ci haussa la voix. « Mais vous êtes trop sceptique, Fourcarmont, vous gâterez vos plaisirs. » Et il revint en riant près des dames. Le dernier, d'une grande race, féminin et spirituel, il mangeait alors une fortune avec une rage d'appétit que ne rien n'apaisait. Et son écurie de course, une des plus célèbres de Paris, lui coûtait un argent fou. Ses pertes au cercle impérial se chiffraient chaque fois par un nombre de louis inquiétant. Ses maîtresses lui dévoraient bon an mal an une ferme et quelques arpentes de terre ou de forêt, tout un lambeau de vastes domaines de Picardie. Je vous conseille de traiter les autres de sceptiques, vous qui ne croyez à rien, dit Léonide, en lui ménageant une petite place à côté d'elle. C'est vous qui a gâté vos plaisirs. Et justement, répondit-elle, je veux faire profiter les autres de mon expérience. Mais on lui imposa le silence. Il scandalisait M. Venot. Alors, ces dames, s'étant écartées, on aperçut au fond une chaise longue, un petit homme de 60 ans environ, avec des dents mauvaises et un sourire fin. Et il était là, installé, comme chez lui, écoutant tout le monde et ne lâchant pas une parole. D'un geste, il dit qu'il n'était pas scandalisé, et Vendeuvre avait repris son grand air, et il ajouta gravement « Monsieur Venot sait bien que je crois ce qu'il faut croire. » C'était un acte de foi religieuse. Et Léonide elle-même parut satisfaite dans le fond de la pièce, et les jeunes gens ne riaient plus. Le salon était collé, monté, mais ils ne s'amusèrent guère. Un souffle froid avait passé. On entendait au milieu du silence la voix nasillarde de Stener que la discrétion du député finissait par mettre hors de lui. Et un instant, la comtesse Sabine regarda le feu, puis elle renoua la conversation. « J'ai vu le roi de Prusse l'année dernière à Bade, et est encore plein de vigueur pour son âge. Le comte de Bismarck l'accompagnera, dit Madame du Joncois. Connaissez-vous le comte ? J'ai déjeuné avec lui chez son frère. Oh, il y a longtemps, lorsqu'il représentait la Prusse à Paris. Voilà un homme dont je ne comprends guère les derniers succès. Ah bon ? Et pourquoi donc demanda Madame de Chantereau. Mon Dieu, comment vous dire ? Il ne me plaît pas. Il a l'air brutal et mal élevé, puis moi,
je le trouve stupide. Tout le monde alors parla du comte de Bismarck. Les opinions furent très partagées. Vandeuvres le connaissait et s'assurait qu'il était un beau buveur et un beau joueur. Mais au fort de la discussion, la porte s'ouvrit. Hector de la Faloise parut. Fauchery, qui le suivait, s'approcha de la comtesse et s'inclinant. « Madame, je me suis souvenu de votre gracieuse invitation. » Et elle eut un sourire, un mot aimable. Le journaliste, après avoir salué le comte, resta un moment dépaysé au milieu du salon où il ne reconnaissait que Stener, Vandeuvres, qui s'était tourné et vint lui donner une poignée de main. Et tout de suite, heureux de la rencontre, il prit d'un besoin d'expansion. Fauchery l'attira, disant à voix basse « C'est pour demain, vous en êtes ? Parbleu ! À minuit, chez elle. Oui, je sais, j'y vais avec Blanche. » Et il voulait s'échapper pour revenir près des dames, donner un nouvel argument en faveur de Bismarck. Mais Fauchery le retint. « Jamais vous ne devinerez de quelle invitation elle m'a chargé. » Et d'un léger signe de tête, il désigna le comte Muffin qui, en ce moment, discutait un point de budget avec le député Estener. « Pas possible, dit Vandeuvres, stupéfait et mis en gaieté. Ma parole, j'ai dû jurer de lui amener, et je viens un peu pour ça. » Tous deux eurent un rire silencieux et Vandeuvres, se hâtant, rentrant dans le cercle de madame, cria « Je vous affirme au contraire que monsieur de Bismarck est très spirituel. Tenez, il a dit un soir, devant moi, un mot charmant. » Cependant, la Faloise, ayant entendu que les quelques paroles de Rapide échangées à demi-voix, gardait Fauchery, espérant une explication qui ne vint pas. De qui parlait-on ? Que faisait-on le lendemain à minuit ? Il ne lâcha plus son cousin. Celui-ci était allé s'asseoir. La comtesse Sabine surtout l'intéressait. On avait souvent prononcé son nom devant lui et il savait que, mariée à 17 ans, elle devait en avoir environ 34 et qu'elle menait depuis son mariage une existence cloîtrée entre son mari et sa belle-mère. Et dans le monde, les uns disaient d'une froideur de dévote et les autres se lignaient en rappelant ses beaux rires, ses grands yeux de flamme que l'on enferma au fond de son vieil hôtel, et Fauchery l'examinait et hésitait. Un de ses amis, mort récemment, capitaine au Mexique, lui avait, la veille même de son départ, au sortir de table, fait une de ces confidences brutales que les hommes les plus discrets laissent échapper à de certains moments. Mais ses souvenirs restaient vagues. Et ce soir-là, on avait bien dîné, et il doutait en voyant la comtesse au milieu de ce salon, antique, vêtue de noir, avec son tranquille sourire, une lampe placée derrière elle, détachée son fin profil de brune potelée, où la bouche seule, un peu épaisse, mettait une sorte de sensualité impérieuse. Qu'ont-ils donc avec leur Bismarck, murmura la Faloise qui posait pour s'ennuyer dans le monde. On crève ici. Une drôle d'idée que tu as eue de vouloir venir. Fauchery l'interrogea brusquement. Dites donc, la comtesse ne couche avec personne ? Ah non, mon cher, balbutia visiblement démonté et oubliant sa pose. Où crois-tu donc être ? Eh bien ça, vous le saurez la prochaine fois, puisque c'est déjà la fin de cette émission et que je vais devoir vous abandonner. Mais ce sera pour mieux vous retrouver, en tout cas. Soit sur ce canapé ou sur les réseaux sociaux, puisque je serai là pour vous accueillir. Et j'espère que vous aurez la suite de cette œuvre magnifique, Nana, d'Émile Zola, que vous pouvez revoir, réécouter en replay sur www.d8.tv. N'oubliez pas le hashtag VBN et les réseaux sociaux. Marie-Lise d'Octobre officielle, vous êtes toutes et tous les bienvenus. Et bien sûr, la page de l'émission Voyage au bout de la nuit. Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite à tous une très belle journée si elle commence ou une très belle nuit. À bientôt.